Salut à toi, jeune oreille étudiante attentive, et bienvenue dans ce premier point Q du SSU, le podcast des ERS qui t'informe sur ta sexualité. Aujourd'hui, on pose les bases. Ça peut être un peu long et technique par moments, mais ça nous semblait important de passer par là pour après aborder des termes plus touchy qui font plus débat. On va donc voir un peu de physiologie et d'anatomie pour que tu comprennes un peu mieux comment fonctionne ce que tu as entre les cuisses et pas que. L'anatomie, c'est avant tout visuel, donc n'hésite pas à aller sur le site super bien fait onsexprime.fr ou à ouvrir un livre d'anatomie pour mieux comprendre ce qu'on raconte. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que lorsqu'on utilisera les termes homme ou femme dans ce podcast, on fera référence au sexe biologique et non pas au genre. Oui, ces deux notions sont bien à différencier, on en reparlera sûrement plus tard. Ok, Fiona, pour commencer, tu vas nous parler de désir. Bon, Fiona, comment ça va déjà ? Ça va super, et toi ? Ouais, ça va bien. Alors, explique-nous ce que c'est que le désir et à quoi ça sert. Alors, le désir sexuel, ça peut être considéré comme tout ce qui va être les mobiles de l'activité sexuelle. Les mobiles, c'est-à-dire les motivations, un peu ? Ouais, c'est ça, tout ce qui va te motiver à agir sexuellement. Ok, d'accord, les raisons d'être d'avoir un rapport sexuel. Ok, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Le désir. Alors le désir sexuel, il faut savoir qu'il est favorisé ou alors inhibé par 3 éléments. Ouais. Donc le premier, c'est l'élément biologique. Ok. Donc en fait, il faut savoir que tout le monde le sait, le désir, ça sert à maintenir l'espèce, à désirer pour entamer un acte sexuel. Pour avoir un rapport sexuel à but de procréation. C'est ça. Mais c'est pas la seule motivation. Après, ton corps va créer des hormones comme la testostérone, les oestrogènes, mais aussi des neuromédiateurs comme la dopamine, la sérotonine. Et c'est d'ailleurs ce qui va renforcer positivement les comportements sexuels et ce qui va te donner envie d'en avoir de plus en plus ou de modifier tes comportements. Ouais, au départ, le désir, il est vraiment ancré dans nous en tant qu'être humain, quoi. Oui, c'est ça. Biologiquement parlant. Et ensuite ? Alors après, le deuxième élément qui constitue le désir sexuel, c'est la motivation. Ouais. Donc tu vas être motivé à vouloir faire plaisir à ton partenaire, à toi recevoir du plaisir, les deux, avoir un enfant par exemple, réaliser des fantasmes, oui aussi, ou pas, rentrer dans les normes de la société, ce qui peut aussi poser problème par exemple aux personnes asexuelles. Ouais. Mais ça, on pourra en parler plus tard. Ouais, carrément. Et du coup, le troisième élément, c'est la cognition. Donc en fait, le désir, il va être constitué de surtout tes expériences antérieures, ta sensibilité, ton éducation, ta libido, ta religion, ta culture, enfin tout ce qui te constitue toi. Ok. Donc en gros, tu as ta motivation naturelle en tant qu'être espèce humaine qui te pousse à avoir des rapports sexuels et à désirer pour procréer. Et ensuite, tous les facteurs un peu... de motivation plus sociétaux qui sont propres à chacun et en fonction de ce que tu as appris qui vont venir contrebalancer ça. C'est ça. C'est ça. Super. Et en fait, il faut savoir aussi que le premier organe sexuel, c'est le cerveau en fait. Enfin, tout se passe là-dedans et du moment où le cerveau est d'accord, c'est ce qui va constituer le fait d'entamer ou non un acte sexuel. Et c'est très variable d'une personne à l'autre. Par exemple, il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de désirs, d'autres moins. Et c'est vraiment quelque chose à respecter. Ouais. On n'est pas qu'un organe sexuel, il y a toute une machine derrière. Carrément. Bon, et du coup, qu'est-ce qui se passe lors de ce désir ? Alors, lorsque tu as du désir sexuel, en fait, va y avoir l'activation de l'excitation du corps. Ouais. Donc, par l'objet du désir. En fait, ton corps... va être excité par l'objet du désir. C'est-à-dire, par exemple, une personne, une chose, une représentation ou un fantasme. L'objet du désir, c'est pas forcément une personne, ça peut être autre chose. Ça peut être un ensemble de choses, des représentations. Vraiment, ça englobe pas mal de choses. Du coup, ça va activer ton corps. Ouais. Après, ça va mener à créer une tension entre celui ou celle qui désire et l'objet du désir. D'accord, un peu de la séduction. C'est ça. Enfin... Pas vraiment encore, parce qu'après, tu vas produire des fantasmes ou des scénarios dans ta tête, très très rapidement, ce qui va mener après à orienter ton comportement vers l'objet du désir, et donc
plus tard à entamer l'acte sexuel. Mais on peut aussi avoir des fantasmes qu'on n'a pas envie de réaliser, qui sont portés sur des objets de désir. Oui, tout à fait. Ok. Ok, donc ça se passe bien dans la tête. Oui, c'est pour ça, il faut bien différencier le désir de l'excitation. Le désir, c'est vachement dans la tête. Et l'excitation, c'est seulement dans le corps. Ok. Et le désir, il va être très important, car il va permettre d'initier de façon consciente et consentie un acte sexuel. D'accord. Et on sait que le consentement, il est très important et surtout indispensable. Oui, ça je suis bien d'accord. Consentir, c'est choisir. Exactement. Il faut t'assurer que ta partenaire ait l'envie en fait, d'entamer une relation avec toi. Ok. Donc quand tu veux savoir si une personne est consentante et te désire, la clé, c'est vraiment la communication. C'est la base de tout. Et c'est pas tue l'amour de demander à une personne si c'est ok de faire ça, si elle le veut, si elle veut qu'on continue, si elle veut qu'on arrête. Enfin, tu peux très bien demander, poser tes mains, lui dire je peux, est-ce que tu veux que je continue, est-ce que tu veux que j'arrête. Et en fait, ça permet d'établir une connexion et d'être sûr, de t'assurer que la personne en a envie. Ça peut mettre en confiance aussi. Exactement. Et c'est vraiment bienveillant et ça montre que tu aimes la personne et que tu veux qu'elle se sente bien. Ok. Bon, bonjour Dorian. Bonjour Benoît. Bon, tu vas nous parler d'excitation. Alors, pourquoi est-ce que tu as envie de parler d'excitation aujourd'hui ? Clairement, la période actuelle nous donne envie de contrebalancer des choses. On n'est pas dans un bon mood, donc autant parler de quelque chose d'assez excitant en fin de compte. Donc l'excitation chez l'homme. Ok, très bien. Très bien. Et du coup, par rapport aux phases que je présente en début de podcast, est-ce que tu peux nous resituer un peu où on en est ? Alors là, on est juste après la période de désir chez l'homme, qui va entraîner de multiples sensations au niveau vraiment neurologique. Et ce qui va vraiment amener la phase d'excitation qui va se caractériser par diverses réactions physiques, périphériques et surtout génitales. Ouais, pour finir par bander. Exactement, mot sur mot. Ok, et du coup, à part l'érection, qu'est-ce qui se passe d'autre dans le corps ? On va observer différentes réactions et surtout, on va observer différentes réactions au niveau de l'intégralité du corps, que ce soit en interne avec l'accélération du rythme cardiaque ou également de la tension artérielle et de la respiration. Mais également en externe avec le durcissement des mamelons et au niveau du pénis, on va remarquer la mise en place de l'érection. Ok, et pour que tout ça se mette en place, il y a bien un mécanisme, ça vient d'où du coup ? Alors ça vient vraiment du cerveau qui va envoyer les signaux nerveux dans la moelle épinière jusqu'au pénis. D'accord. Donc on va avoir les artères qui vont apporter le sang au tissu érectile, donc au niveau du corps caverneux et du corps spongieux, et qui vont répondre à ces signaux en se dilatant. D'accord, donc en gros ça amène du sang dans cette partie-là du pénis, corps caverneux et corps spongieux. Ouais. Ok. Et c'est vraiment ça qui va... Qui va faire durcir le pénis. Exactement. Ok. Et donc de tout ça, il va en résulter une importante augmentation du débit sanguin en direction des structures érectiles du pénis, qui se remplissent de sang et qui augmentent donc de volume. Ok. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va remarquer le pénis qui va bander, clairement. Ouais, c'est pas un os, quoi. Exactement, c'est vraiment le sang, quoi. Ouais. Et donc cette expansion exerce une pression qui comprime les veines et qui sont normalement responsables du drainage. Et donc ça va retarder l'écoulement du sang vers l'organisme et élever la tension artérielle dans le pénis. Ah, donc le sang qui est dedans, en plus, il n'arrive plus à sortir, quoi. Voilà, donc c'est pour ça vraiment qu'il va se bloquer et on va observer ce durcissement, quoi. Yes, intéressant. Et donc cette augmentation de la tension dans le pénis va entraîner la rigidité et l'érection, bien évidemment. Et il existe aussi un phénomène chimique dans les corps caverneux avec la sécrétion d'une substance qui va favoriser encore plus l'érection. Ok, Mais après, il faut savoir qu'avec l'âge ou encore de par certaines maladies chroniques, la sécrétion de cette substance peut être moins efficace, mais elle peut être compensée par des médicaments sur ordonnance. Et pour cela, il suffit d'aller voir son médecin ou encore un sexologue. Ouais, genre le Viagra, les pilules bleues. Exactement. Ok, je vois de quoi on parle. Et donc, même si le pénis est au centre de l'excitation chez l'homme, l'intégralité de son corps est stimulée. Ok. Voilà, il n'y a pas vraiment qu'une seule partie. Ouais, c'est ce que tu me disais au début. Voilà. Mais par contre, si tu es en stress, si tu as peur de l'échec, si tu souhaites atteindre des performances, cet afflux de sang dans les corps érectiles, ça va être bloqué. Et donc, c'est ça qui va être contre-productif, quoi. Ok, donc en gros, moins tu es stressé, plus tu y arriveras. Exactement. Parce qu'en fait, il faut savoir que tous les hommes, en fin de compte, ont déjà connu des problèmes d'érection. Et il faut vraiment relativiser et ne pas se mettre la pression. Et là encore, s'il y a un problème qui perdure, faut surtout pas hésiter à aller voir un professionnel de santé pour en parler, quoi. Et oui, c'est sûr. Exactement. C'était la sexologue Karine qui nous a bien aidé pour ce podcast d'ailleurs. Et on la remercie.
Ok. Et est-ce que tu pourrais nous donner un petit mode d'emploi, une petite carte des zones qui peuvent aider à stimuler cette excitation chez l'homme? Et bien justement, parce que voilà, Benoît, il y a comme tu disais, différentes zones qu'on va appeler érogènes chez l'homme. Yes. Et justement, le magazine Santé Magazine a proposé un classement des zones érogènes masculines basé sur une étude scientifique dans laquelle on a demandé à plusieurs hommes de nous dire clairement sur 10 quelles zones étaient les plus sensibles pour eux. Okay. Et du coup, c'est quoi les zones les plus sensibles? Eh bien, on va avoir le gland et le frein, premièrement, bien sûr. Ouais. Voilà. La verge. Ok, plus dans son ensemble. D'accord. Voilà. La bouche. D'accord. Les testicules. Ouais. La nuque. Ok. Les tétons. La périnée. Ouais, c'est plutôt le périnée. On dit la Covid, mais le périnée. Effectivement, ouais. Les oreilles. Ah d'accord, ouais, les oreilles, oui. Bah, comme dans Intouchable en fait. Voilà, bah, ça c'est vraiment la référence parfaite. Et également le point P ou encore la prostate, quoi. Ok. Mais ça, bien sûr, ça reste une étude. Et il y a bien sûr d'autres zones qui sont érogènes chez l'homme. Ça dépend de chacun, quoi. Ouais, chacun a ses propres zones de Exactement, plaisir. certains ça va plus être une partie que l'autre. Et voilà. Ok, et du coup après cette phase d'excitation dont tu viens de nous parler, on arrive à la phase de plateau là, que je présentais au début du podcast. Exactement, parce que voilà, l'excitation va conduire à une phase où le pouls et la pression artérielle en fin de compte augmentent et où la respiration devient encore plus rapide. Ouais. Et donc l'excitation et la tension musculaire s'intensifient et c'est là qu'on précède la phase de l'orgasme. Ouais, mais nous parle pas de l'orgasme tout de suite parce que c'est Blandine qui le développe. Bon, bah nickel. Donc merci beaucoup pour ta partie, Dorian. De rien. Et donc maintenant, on va parler d'excitation sexuelle chez les femmes avec Stella. Bonjour Stella. Bonjour Benoît. Du coup, l'excitation sexuelle chez la femme, c'est quoi? Alors, l'excitation sexuelle chez la femme, c'est la seconde phase de la réponse sexuelle. Bon, ça comme chez l'homme. Exactement. Ça arrive après le désir et juste avant le plateau, puis l'orgasme si on arrive à l'atteindre. Ok. Du coup, une femme, elle peut s'exciter sans désir préalable et donc elle peut le faire naître. D'accord, ouais, on peut. Et du coup, comment est-ce qu'elle le fait naître? Comment est créée l'excitation? Alors, contrairement au désir qui est dans la tête, l'excitation se déclenchait par des stimulations physiques sensorielles. Oui. Par exemple, des regards, des caresses, des parfums, ou psychologiques et émotionnels, comme des mots, des souvenirs, ton imagination ou des sentiments. D'accord. Et du coup, cette excitation, elle naît dans notre cerveau, où elle agit et crée des réactions périphériques. Par exemple, elle agit sur le système cardiovasculaire. Ok, en faisant accélérer le cœur. Exactement, ou ta pression artérielle. Ok. Et tout ça, ça fait affluer du sang dans plusieurs zones de ton corps. Ok, et dans quelle zone, par exemple? Eh bien, par exemple, le sang, il peut affluer dans les tissus du clitoris, qui sont de chaque côté du vagin. Ok. D'ailleurs, si tu ne connais pas l'anatomie du clitoris, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux aller sur le site onsexprime.fr, qui est très bien fait, pour regarder un peu comment c'est. Enfin, ce sera plus visuel qu'en podcast. Exactement. Du coup, les bulbes du clitoris qui sont gorgés de sang, comme je viens de le dire, ils laissent passer une partie de leur fluide au travers de la paroi vaginale. Ok. Et c'est ça qui fait la lubrification vaginale. La mouille, quoi. Exactement. Ok. Et le vagin, lui, il va passer d'une longueur d'à peu près 8 cm à 12 cm. D'accord. Ok. Et c'est ce qui évite aussi qu'il y ait une douleur lors de la pénétration si le vagin est un peu plus grand. Exactement. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est pas la taille qui compte. Ouais, merci. et tout ça, ça met combien de temps à venir? Ça met à peu près 15 à 20 minutes. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas direct aller au front et essayer la pénétration, mais peut-être mettre en place des jeux sexuels pour laisser le temps à l'excitation de monter. Ouais, et puis faire monter le désir. C'est ça. Ok. On dit aussi souvent que du coup, on ne peut pas forcément faire kiffer une femme que avec la pénétration et qu'il faut aussi peut-être essayer de jouer avec le clitoris externe. Ouais, l'organe du plaisir, plus. Exactement. Le clitoris, c'est un corps érectile qui est muni de plus de terminaisons nerveuses que le pénis. D'accord, alors qu'il est beaucoup plus petit. Ouais, exactement. Il en a à peu près 8000 contre 6000 pour le gland. Ah, donc ça fait une grosse densité sur une petite zone. Très sensible. Et du coup, le point G? Alors le point G, il se situe à la courbure du clitoris interne. Ok. Parce que le clitoris, c'est essentiellement un organe qui est interne. Et du coup, comme son copain clitoris, il est composé de beaucoup de nerfs et de vaisseaux, et c'est pour ça c'est une zone hypersensible. D'accord. Le vagin, par contre, il est relativement peu innervé et peu sensible. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'avec seule la pénétration, une femme arrive rarement jusqu'à l'orgasme. Mais c'est plutôt un point positif pour l'accouchement. Ah ouais, ça évite des sacrées douleurs. Exactement.
Ok. Et du coup, physiologiquement, l'excitation, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça amène? Alors, l'excitation, ça sert surtout à préparer le corps de la femme à la pénétration grâce à la lubrification vaginale. Ok. Après, quand l'excitation, elle augmente, elle s'amplifie, ça peut aussi mener la femme à l'orgasme. Et du coup, voilà, c'est pour ça que souvent les femmes, quand elles sont juste avant l'orgasme, dans leur phase d'excitation, elles peuvent avoir des comportements désinhibés qu'elles n'auraient jamais pensé avoir hors excitation, comme par exemple des conduites à risque où on ne met pas de préservatif dans l'excitation. Ouais, on est un peu shooté, quoi. Plus on est excité, plus on est un peu Exactement. shooté. Et est-ce que tu as une petite recette pour une excitation parfaite? On sait que chaque femme, elle répond à sa manière aux divers stimuli, en fonction de son apprentissage, de sa sensibilité, de son passé sexuel, mais aussi de la perception qu'elle a de sa sexualité. Ce qui va exciter une femme peut en rebuter une autre. Oui. Et du coup, on sait que les préoccupations du quotidien, les enfants, le travail, mais aussi la colère, la peur, ou alors culpabiliser le fait de prendre du plaisir, ça peut compromettre ou même supprimer l'excitation sexuelle. D'accord, d'où le lien entre bien-être et relations sexuelles épanouies dans un sens comme dans l'autre. Exactement. Et si jamais tu ressens ces symptômes et t'as plus d'excitation et que ça te pèse, que ça t'embête, comment est-ce que tu peux faire? Quelles sont les ressources? Tu peux aller demander de l'aide à des professionnels de santé. Ouais, c'est sûr, par exemple, ou à ton médecin traitant, un gynécologue et une sexologue qui pourra te conseiller d'autres professionnels qui pourront t'aider au mieux. D'accord, ok. Voilà. Bon merci beaucoup Stella. Merci à toi. Bon, maintenant c'est Blandine qui va nous parler d'orgasme. Salut Blandine. Salut Benoît. Bon, alors explique-nous un peu l'orgasme, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Alors justement, quand on part de l'origine grecque de ce mot, ça veut dire bouillonner d'ardeur. Ah ouais, ça parle tout seul, ça pétille, ça... Ouais. C'est ça. Ok, pétille. Et du coup qu'est-ce que c'est? Et en fait, du coup, l'orgasme, c'est la réponse physiologique au maximum de l'excitation sexuelle. Ok. Du coup, ça va provoquer un pic de sensation et ça sera la phase de plaisir intense. Et aussi, voilà, l'orgasme, ça peut arriver lors d'un coït, mais aussi lors de la masturbation, féminine comme masculine. Ouais, ok, ça peut arriver tout seul ou à plusieurs. Super. Et qu'est-ce qui se passe au niveau un peu du cerveau Alors, il va y avoir des décharges hormonales qui vont se passer pendant ce pic de sensation. On va retrouver notamment l'ocytocine. C'est l'hormone de l'attachement. Il va y avoir également la dopamine qui correspond au circuit de récompense. De récompense, de plaisir, Et également l'endorphine, qui est une substance naturelle qui est comparable à la morphine. Ok, donc par un orgasme, t'es un peu shooté. Voilà, c'est ça. Et puis, toutes ces hormones, elles vont provoquer une sensation de bien-être profond. Ouais. Ok. Et du coup, concrètement, il va se passer quoi dans le corps? Donc, du coup, en plus de cette décharge hormonale, il va y avoir aussi, au niveau physique, des répercussions. Donc, il va y avoir l'accélération de la respiration et du rythme cardiaque. Encore plus que dans l'excitation, vraiment paroxysme, Après, il va y avoir aussi du coup une tension musculaire qui va se faire dans le corps et également une contraction du muscle du plancher pelvien qui, notamment chez les hommes, va provoquer l'éjaculation. D'accord. Et du coup, est-ce que chez l'homme, orgasme et éjaculation, c'est la même chose? Non, pas forcément, parce que du coup, c'est assez rare, mais un homme peut avoir un orgasme sans éjaculer. Et on parle aussi... de l'orgasme prostatique, qui est un peu tabou encore aujourd'hui chez les hommes, mais du coup qui provoque un orgasme, mais sans éjaculation. D'accord. Et chez la femme aussi, on parle d'orgasme vaginal ou clitoridien? Alors ça, justement, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte que ça n'existait pas, que en fait, chez la femme, c'est l'orgasme qui se passe au niveau du clitoris. Et en fait, le clitoris, c'est un peu comme un iceberg. Il y a la partie... à l'extérieur, donc avec le gland, avec 10 000 terminaisons nerveuses. Et il y a aussi la partie interne, donc c'est en partie autour du vagin. Et du coup, l'orgasme chez la femme, ça sera provoqué par le clitoris. Et vu que l'orgasme, c'est le summum du plaisir, pour un rapport sexuel réussi, c'est quand même mieux d'atteindre l'orgasme. En fait, pas forcément, parce que déjà, on peut ressentir beaucoup de plaisir sans avoir d'orgasme.
Et c'est d'ailleurs le plus important, d'avoir un plaisir partagé et tout ça. Et l'orgasme, ça nécessite un lâcher-prise, un abandon. Et voilà, il ne faut pas être forcément dans l'idée de performance, de la recherche, de l'orgasme simultané, de l'orgasme multiple chez la femme. Oui. Parce que plus on est dans la performance, on va se mettre la pression et moins on arrivera à y accéder en fait. Ouais. De la même manière dont Dorian parlait de la performance et de l'érection, plus on se met la pression pour bander, et ben moins on est performant pour ça. Voilà, donc vraiment être dans une idée de lâcher prise et de vivre le moment pleinement. Yes, pas d'injonction au plaisir. Merci beaucoup Blandine. Merci à toi Benoît. Ah ouais, intense cet extrait pour nous parler d'éjaculation. Je m'en doutais que ça te plairait. Justement, j'ai choisi cet extrait parce que je trouve qu'il est hyper représentatif de comment l'éjaculation est représentée dans le porno. Ouais. C'est toujours, ça en fait toujours des tonnes. Ce qui n'est pas toujours la réalité. Et non, c'est pas du tout la réalité de l'éjaculation. Alors vas-y, éclaire-nous sur le sujet. Voilà, du coup, je vais vous expliquer l'éjaculation. Donc, comme Blandine l'a rappelé, déjà, on différencie l'orgasme de l'éjaculation, puisqu'ils peuvent intervenir indépendamment l'un de l'autre. Ouais, c'est-à-dire que l'éjaculation, c'est une manifestation uniquement physique qui découle de l'excitation. Ok. Et donc, c'est causé par, attention, on utilise un terme un peu complexe, par un procédé neuromusculaire qui fonctionne en 2 phases. Okay. Donc, la première phase, c'est une phase sécrétoire, avec une accumulation des sécrétions dans la prostate. Et ensuite, une phase d'expulsion, où encore... Là, il y a tout un processus, mais c'est le sphincter strié qui s'ouvre et tous les muscles périnéaux entrent en jeu. Ils se contractent, se décontractent, se contractent, se décontractent. Enfin, t'as compris. Ok. Donc, en gros, sécrétion, puis excrétion. C'est ça, expulsion, voilà. Expulsion. Et donc, après, c'est cette contraction-décontraction de manière régulière qui entraîne l'éjaculation. Ok, et tu sais à peu près combien de sperme est expulsé à chaque éjaculation ? Eh ben, c'est une très bonne question, parce que justement, ça, pareil, c'est complètement tronqué par le porno, puisque en moyenne, une éjaculation, c'est entre 2 ml et 8 ml. Parfois, ça va jusqu'à 15 ml, mais c'est rarement plus, quoi. D'accord, et ça fait quoi, du coup, à peu près Alors, pour d'idée, parce que j'ai du mal à... Ouais, bah, pour te donner un repère, en fait, 5 ml, ça équivaut à une cuillère à café. Donc, donc ça fait une demi-cuillère à café, quoi, à peu près. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Et chez les femmes, parce que là on a parlé des hommes, mais chez les femmes, est-ce que c'est possible d'éjaculer ? Alors oui, c'est aussi possible, mais c'est pas chez toutes les femmes. D'accord. C'est chez des femmes qui possèdent des glandes qui sont composées de la même manière, enfin avec les mêmes tissus que la prostate, qui sont les glandes de Skene. Ok. Et donc du coup, en fait, donc cette éjaculation, elle est causée grâce à ces glandes de Skene. Et voilà. Ok, et du coup, c'est pour ça que certaines femmes sont fontaines et d'autres non. Alors, c'est vrai que les femmes fontaines, on en voit partout dans le porno et pareil, ça peut créer des confusions. Mais non, c'est pas pareil du coup. Quand on parle de femmes fontaines, en fait, ce sont des femmes qui ont des émissions qui sont produites par la vessie, par une augmentation de la filtration rénale pendant le rapport sexuel. Et donc, c'est une émission qui intervient lors de la détente post-orgasmique. En gros, c'est de l'urine diluée. Ok, j'aurais jamais imaginé. Bon, merci pour toutes ces infos, Robin. Et pas de quoi, j'espère que j'ai pu t'éclairer un peu. Exactement, tu m'as éclairé. Allez, bisous. Bisous. Tu vois donc bien que toute cette physiologie est complexe. Et que quand il y a un souci, il peut être à plein de niveaux, qui parfois sont intriqués les uns aux autres. Éducatifs, psychologiques, relationnels, physiologiques, etc. Pour qu'on parle de dysfonction sexuelle, il faut que 4 critères soient remplis. 1. Que ça soit présent dans plus de 75% des actes sexuels. 2. Que ça dure depuis au moins 6 mois. 3. Que ça entraîne un mal-être, une détresse significative. 4. Que ce ne soit pas mieux expliqué par un autre trouble, médicamenteux, psychiatrique, organique, etc. Bref, merci à toi de nous avoir écoutés, jeune oreille étudiante. Ou pas. J'espère que ce podcast t'aura donné quelques infos qui te seront utiles. Si tu as des remarques, on sera très heureux et heureuse de pouvoir discuter sur nos réseaux.
Facebook, étudiant relais santé Clermont, Instagram, étudiant relais santé Clermont, mais tout attaché. Lâche un petit pouce bleu ou abonne-toi en même temps pour retrouver plein d'infos utiles à ta santé. Ce podcast a été réalisé avec l'aide de nos chargés de prévention de la sexologue du SSU, avec qui tu peux prendre rendez-vous si tu as des questions sur le sujet. Prends soin de toi et de ton plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures.